Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous investissement ou placement plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons nous demander ensemble si les collections d'hier seront les collections de demain. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Florian Bourguet, expert en bande dessinée. Bonjour Florian Bourguet. Bonjour. Alors Florian, vous êtes expert donc en bande dessinée. Vous êtes déjà venu sur le plateau de Smart Patrimoine. On avait évoqué les cartes Pokémon et c'est, j'ai envie de dire, cette tendance qui se développait à la collection de cartes Pokémon. Vous êtes également expert en bande dessinée. Et alors, les bandes dessinées, ça n'est un secret pour personne. Ça a été très collectionné, c'est très collectionné. On voit des gens qui ont 40, 50, 60 ans aujourd'hui qui collectionnent les bandes dessinées, les mêmes qui potentiellement collectionnaient les timbres quand ils étaient plus jeunes parce qu'il y avait cette dynamique de collection de timbres. Et vous dites, attention, les collections d'hier, les collections emblématiques d'hier qu'on voit collectionnées par nos parents, nos grands-parents, ne seront peut-être pas forcément celles de demain et une collection peut perdre de la valeur dans le temps. Voilà. Donc alors il faut comprendre que l'homme, enfin quand je dis l'homme, c'est en général l'être humain a toujours collectionné. D'accord. Les premières collections, on peut penser que c'est on a des notes, des traces à l'époque romaine ou durant la période chinoise des premiers siècles. Les gens, enfin les puissants collectionnaient. Alors, pour l'époque romaine, par exemple les intailles, les pièces de monnaie qui pouvaient thésauriser et récupérer avec différentes têtes d'empereurs ou de cités. Donc l'homme a toujours collectionné. Alors, il collectionne plus depuis les 2 derniers siècles. D'accord, on a beaucoup plus de produits à collectionner que dans les siècles précédents. Grosso modo, la collection, ça s'est vraiment densifié au 19e et au 20e siècle. Alors, du coup, on a vu, oui, effectivement, des collections de timbres. Alors, moi, c'est celle que j'ai en tête, mais il y en a d'autres voilà, qui sont les plus timbres, récentes, ça a marché pendant... je veux dire, le premier timbre, c'est 1840. En 1850, on a déjà des collectionneurs de timbres qui essayent de récupérer un petit peu ce qui se fait partout dans le monde. Les premières bourses d'échange, ça doit être 1870-1880. Les catalogues de cotation, les vrais marchands qui apparaissent à cette période-là, c'est déjà un vrai marché. Un vrai marché avec des acheteurs, des vendeurs, des collectionneurs. Voilà. La numismatique, c'est la même chose. Ça apparaît... Donc ça, c'est les pièces de monnaie, pour le coup. Donc, oui, voilà, les pièces de monnaie, ça apparaît et ça se développe vraiment à la fin du 19e siècle. Les grands collectionneurs qui recherchent les monnaies grecques antiques, les monnaies gauloises, les monnaies romaines. Donc, ça se densifie, ça progresse au cours du XXe siècle. Et alors, une question, ou en tout cas une réaction de néophyte. Aujourd'hui, on utilise presque plus de timbres, ou en tout cas de moins en moins. Aujourd'hui, quand on parle de pièces de monnaie, certaines zones économiques, notamment comme la zone euro, ont changé de monnaie, donc ça veut dire que des monnaies locales sont plus rares. Est-ce que du coup, cet effet rareté du fait qu'on utilise moins de timbres, ou sur la numismatique qu'on utilise moins les monnaies anciennes, fait automatiquement prendre de la valeur à ces collections qui marchaient très bien hier ? Alors, ce qui vaut le plus cher, généralement, dans une collection, c'est les prémices de la collection. C'est le début. Donc, pour les timbres, c'est la période 1840-1870, où il y avait des initiatives locales, où on découpait les timbres en deux, où les timbres, le timbre, c'était un outil qui était destiné à être détruit à la fin. Une pièce de monnaie, c'est fait pour servir, c'est pas fait pour être collectionné. D'accord. Et du coup... Ce qui vaut le plus cher dans une collection, c'est le début. C'est le début parce que ça, c'est la période où c'est le plus rare, où les objets sont pas conservés. Et c'est la même chose, par exemple, pour les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon du début sont beaucoup plus rares que celles qui sont actuelles. Et alors, ma question, c'est est-ce que les timbres ou les pièces de monnaie dont on parle sont toujours des objets qui sont autant collectionnés aujourd'hui, alors que l'usage même des objets, lui, c'est un petit peu perdu dans le temps ? Alors, on constate que pour les collections, quand l'usage se perd, le nombre de collectionneurs diminue. D'accord. On a des espèces de collections éphémères qui ont tenu pendant des années, voire des dizaines d'années. Par exemple, c'est le cas des télécartes. Oui. Alors là, les moins de 40 ans, ils savent Oui, il faut expliquer ce que c'est une télécarte. Une télécarte, c'est un petit bout de plastique avec une puce, comme une carte bleue, mais qui permettait de téléphoner dans des cabines. Ah oui, dans les cabines téléphoniques qui ont disparu également. Voilà. Hein. Mais vous aviez il y a 30 ans, 30-40 ans, il y avait un vrai marché de la télécarte, avec des marchands de télécartes qui se réunissaient au Carré Marigny, des cartes qui avaient une certaine valeur. Les plus rares pouvaient se négocier entre 2 et 8 000 euros à peu près. Donc il y avait un vrai marché. Et là, ce marché n'existe plus. C'est fini. C'est fini, d'accord. Même la carte qui valait 8 000 euros, elle ne vaut plus rien aujourd'hui. Elle vaut 20 euros. Elle vaut 20 euros. Voilà, parce qu'il y a encore quelques acharnés qui collectionnent encore, mais on est passé de centaines de milliers de collectionneurs à quelques centaines de collectionneurs. Donc il y a des collections qui peuvent mourir. Voilà, on l'a vu à cette même période avec les pins. Les pins, bah oui, bien sûr, tout le monde connaît. Les pins, c'était la folie à Roland-Garros il y a
à la fin des années 80 pour récupérer les pins. C'est pareil, hein, il y avait des émissions de télé avec Monsieur Pins qui avait une veste de costume qui était remplie de pins. Bah, tout ça, ça a disparu. Les porte-clés, c'est ce qu'on appelle des collections éphémères. Et alors, si je reviens sur les timbres ou les bandes dessinées qui m'ont quand même l'air, d'un point de vue néophyte, des collections qui durent quand même depuis très longtemps ou qui sont très ancrées chez un certain nombre de personnes, un certain nombre de passionnés, là aussi, on est sur des collections qui peuvent potentiellement mourir demain. Qu'est-ce qui viendrait expliquer que d'un coup d'un seul, on ne s'y intéresse plus? Alors, la philatélie et la bande dessinée, pour moi, il n'y a pas le même ressort. D'accord. La bande dessinée, c'est très nostalgique. C'est-à-dire, c'est comme les petites voitures, vous avez envie de collectionner ce que vous n'avez pas pu avoir quand vous étiez petit. C'est-à-dire que quand vous étiez petit, vous passiez devant la boutique du marchand de petites voitures. Alors, je parle dans les années 50. Hein, ouais, bien sûr, oui. Mais moi non plus, je vous rassure. la Ferrari, le modèle de Ferrari, la Peugeot Dinky Toy, elle vous faisait rêver. Vous en aviez une à Noël et dans le meilleur des cas, une à votre anniversaire. Et les autres, vous les aviez jamais. D'accord. Et donc là, on les achète pas en vrai ou en gros modèle, voilà, mais on les achète plus en tard. petit, 40 ans après, quand on a les moyens pour se faire plaisir. Ouais. Voilà, et d'ailleurs, le prix globalement d'une voiture, d'une vraie voiture pour le coup. Alors pour certains modèles, oui, mais pour toutes, c'est un petit peu moins cher quand même. Voilà, ça c'est une collection nostalgique, c'est-à-dire que quand la génération qui a connu cette collection-là, jeune enfant, elle disparaît, les prix se cassent la figure. D'accord. Et c'est le cas du marché, par exemple, des petites voitures anciennes. Mais je reprends le cas des petites voitures anciennes, ça veut dire que dans toute collection, il y a des pièces qui sont extrêmement rares. Il y a des gens qui peuvent venir avec un objectif d'investissement en disant si j'achète cette pièce suffisamment rare, elle va prendre de la valeur longtemps. Et là, d'un coup d'un seul, on peut voir qu'en fait, vu qu'il n'y a plus la nostalgie des gens qui, à l'époque, jouaient avec ces voitures et qui les ont achetées quand ils étaient adultes, vu que les générations passent et que ces voitures restent dans une certaine génération, ça peut automatiquement se casser la figure. Ah oui, parce que comme n'importe quel marché, quand il n'y a plus de besoin des collectionneurs, d'envie, le marché se casse la figure. Donc on collectionne en fait ce qu'on a regretter ou aimer petit, c'est ça? Il y a une grosse part de nostalgie dans les collections. Il y a aussi une part de, quand vous collectionnez la numismatique ou la philatélie, il ne peut pas y avoir de nostalgie. Bien sûr, c'était des collections dites historiques. Les timbres, c'était émis par l'État. Il y avait un nombre limité de timbres et énormément d'enfants collectionnaient les timbres. Donc là, on voit que cette génération de collectionneurs de philatélistes, qui est âgée entre 60 et 90 ans, elle commence à disparaître. Beaucoup de marchandises arrivent sur le marché, donc les prix diminuent logiquement. C'est ce qui se passe pour la philatélie depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. Par contre, les pièces les plus rares, comme on est dans une période qui est euphorisante pour le marché de l'art, elles font de plus en plus cher. D'accord, donc on peut voir des collections en fait, qui se cassent la figure, mais certaines pièces les plus rares qui gardent en fait, et qui même continuent à prendre de la valeur. Exactement, parce que là on entre dans un autre marché, dans un marché d'ultra niche qui concerne une cinquantaine, une centaine d'acheteurs dans le monde qui veulent la pièce rare. D'accord. Ah oui, donc par contre, attention, effectivement, c'est pas parce que ça prend de la valeur que c'est liquide si on a 100 acheteurs à travers le monde. Mais effectivement. Oui, mais si vous, demain, vous disposez, je sais pas moi, d'un timbre rarissime ou d'une pièce de monnaie qui est rarissime. Dans un parfait état, j'imagine. Voilà, dans un parfait état et avec un tirage ridicule, ce sera toujours recherché. Alors, je reviens, donc du coup, l'intitulé de cette émission, c'est les collections d'hier et de demain. Donc là, effectivement, ce qu'on a mis en avant, c'est qu'il y a des collections, une collection peut s'arrêter, une collection peut mourir, ou il y a des collections qui, effectivement, sont un peu plus archaïques, comme je pense au timbre ou à la numismatique. Est-ce qu'il y a des collections intemporelles ? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a des collections est-ce qu'on peut déjà anticiper que demain on collectionnera, je ne sais pas moi, un téléphone portable ou un jeu vidéo pour remplacer les petites voitures ou les bandes dessinées ? Alors, à brève échéance, on peut imaginer comment va être le marché de demain. À long terme, ça va être beaucoup plus compliqué. D'accord. En fait, le téléphone, ça existera tout simplement plus du tout. Donc, et donc, ça ne se collectionnera pas si ça n'existe pas, voilà, par exemple. S'il n'existe plus, qu'un enfant, il ne sait même pas ce que c'est, il n'y aura pas de collection derrière. D'accord. Par contre, on peut penser, par exemple, dans le cas des cartes Pokémon, tant qu'il y a des jeunes qui arrivent dans le marché, c'est-à-dire des jeunes qui ont 6, 8, 10 ans, qui commencent à collectionner, qui collectionnent encore quand ils ont 14, 15 ans, la collection, elle va vivre. D'accord. Elle va vivre, il y aura un marché, il y aura des nouveaux entrants, des sortants, il y aura des échanges, des ventes, des achats. Donc les belles pièces continueront à prendre de la valeur. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on va collectionner demain ? Est-ce qu'on va collectionner des NFT sur son téléphone ? Ça, vous pensez que ça peut venir révolutionner le marché de la collection, justement, les Moi, NFT ? je pense que l'avenir, c'est de collectionner sur son téléphone ou sur des espaces... Donc, plus l'objet physique ?
plus l'objet physique, un objet D'accord. virtuel, mais qui pourrait être en tirage limité. Pourquoi ne pas collectionner des cartes Pokémon sur un téléphone? Ça revient au même. En fait, c'est juste du carton. L'objet physique est juste du carton Mais il n'y a imprimé. plus forcément le côté nostalgique de celle qu'on avait dans la cour de récréation. Voilà, mais on est passé dans un autre marché. Et je pense que quelques collections vont subsister comme ça pour... voilà, peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien, mais peut-être on collectionnera des NFT, des cartes Pokémon, des joueurs de foot sur son téléphone, il y a des initiatives dans Bien ce sûr, sens-là. oui. Oui, Et ce qui remplace les cartes Panini qu'on avait à l'époque. Donc là, ce serait l'idée de collectionner, effectivement. Mais là, pareil, ça veut dire que... Alors, vous me direz, alors, quand on parle de football, il y a toujours des nouvelles générations qui s'intéressent au football. Donc là, la collection se construit d'elle-même. Mais alors, justement, est-ce qu'il y a des collections comme ça qui peuvent être intemporelles? Je ne sais pas, moi, des personnages de bande dessinée ou des fictions qui sont tellement intemporelles que tous les produits dérivés de ces collections, je pense... En fait, dans ma tête, j'ai Batman, hein, pour ah être oui, tout bah à fait voilà. honnête. Non, J'ai l'impression alors que ça traverse les générations et que du coup, le marché devrait être alimenté. oui, alors Batman, c'est l'exemple type, ou les super-héros américains. C'est qu'il y a de la nouveauté tout le temps. C'est que tous les 10 ans, vous allez avoir un nouveau film, une nouvelle licence qui va arriver avec des produits dérivés pour captiver ce public de jeunes qui n'a pas connu Batman dans les années 40 ou dans les années 50. Donc ça, c'est important. En fait, pour qu'une collection vive, il faut de la nouveauté. D'accord. Et ce serait moins le cas, par exemple, avec Mickey Mouse. Si je prends le même exemple, là, pour le coup, j'ai l'impression, alors je suis peut-être moins concerné, mais qu'il y a moins de franchises aujourd'hui qui se relancent sur le Oui, sujet. mais alors, il y a aussi un aspect, comment dire, quand une partie de collection rentre dans l'histoire de l'humanité, D'accord, oui. ben, c'est toujours collectionné. Alors c'est le cas par exemple sur Tintin. Tintin, les planches originales, les cases, les albums en édition originale font toujours des prix très très importants, voire de C'est plus en plus devenu chers, un parce que intemporel. c'est intemporel et ça rentre dans l'histoire de l'art. Que ce soit Hergé, que ce soit Bilal, Moebius, en fait les grands auteurs de bande dessinée rentrent dans l'histoire de l'art et à partir de ce moment-là, le prix est décorrélé du petit marché de la bande dessinée. Et on finira là-dessus, Florian Bourguet, on pourrait en parler des heures, mais À un effectivement, moment, vous avez peut-être autre chose à faire. on essaye de donner quelques pistes aux gens qui nous écoutent. Merci beaucoup en tout cas d'être venu vous exprimer sur les collections d'hier et de demain. Je rappelle que vous êtes expert en bande dessinée. Merci Florian Bourguet. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.